Chapitre 1, le masque tombe. Troy Sinclair avait bâti sa vie sur deux principes fondamentaux. La loyauté était primordiale et la trahison impardonnable. Alors qu'il était allongé, immobile dans son lit d'hôpital, la respiration régulière et les yeux clos, il écoutait sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, détruire tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille. « Nous construirons une vie meilleure sans ton père inutile », murmura Holly à leurs deux enfants, Mason et Chloé, âgés de 10 et 8 ans. Sa voix était d'une venin que Troy n'avait jamais entendue auparavant. « Il nous retient depuis des années. Une fois partis, nous pourrons enfin être heureux. » Ces mots étaient plus profonds que le scalpel du chirurgien qui avait retiré la tumeur de son cerveau 18 heures plus tôt. La guérison de Troy avait été plus rapide que prévu, il avait repris connaissance alors que le personnel médical le croyait toujours dans le coma post-opératoire. L'ironie ne lui échappa pas. L'homme qu'il croyait atteint de lésions cérébrales entendait chaque mot calculé de leur trahison. Et si papa se réveillait? La petite voix de Chloé tremblait de confusion. Il ne se réveillera pas, ma chérie. Holly répondit avec une certitude glaciale. Et même s'il se réveillait, il ne serait plus jamais le même. Dererick me l'a expliqué. L'opération, ça change les gens, ça les rend différents, brisés. Derek, le tensiomètre de Troy, aurait hurlé s'il avait laissé sa rage faire surface. Derek Hoffman, son associé, son meilleur ami depuis la fac, l'homme qui avait été témoin à son mariage, l'homme qui avait apparemment planifié sa chute en partageant des dîners à sa table. Troy avait passé 15 ans à construire les solutions de sécurité Apex à partir de rien pour en faire une entreprise militaire privée de plusieurs millions de dollars. Ce que sa famille ignorait, ce que personne, sauf quelques privilégiés, ne savait, c'est que Troy Sinclair n'était pas son vrai nom. Avant Apex, avant Holly, avant la vie de banlieue à Denver, il avait été Troy Kellerman, un agent secret pour une agence gouvernementale qui n'existait officiellement pas. Sa retraite avait été le fruit d'une couverture élaborée. Son mariage et sa famille, initialement conçus comme une couverture solide, s'étaient transformés en quelque chose qu'il croyait réel. La conversation se poursuivit tandis que Holly exposait leur plan d'évasion. Dererick avait déjà transféré de l'argent des comptes professionnels. Il partirait ce soir pendant que Troy était inconscient, se rendrait au chalet de Dererick dans le Montana, puis disparaîtrait complètement. L'assurance vie finirait par payer, surtout avec le témoignage de Dererick sur la détérioration de l'état mental de Troy après l'opération. Mason, aide ta sœur à ne prendre que l'essentiel, ordonna Holly. On ne peut pas en supporter beaucoup, mais Derek dit qu'on n'aura plus besoin de rien de notre ancienne vie. Troy entendit son fils de 10 ans, celui à qui il avait appris à faire du vélo, à lancer une balle rapide, à résister aux brutes, réagir avec un enthousiasme qui lui brisa le cœur. Cool. On se croirait dans les films d'espionnage que toi et Derek regardaient. Allons-nous vraiment disparaître à jamais? Pour toujours, ma puce. Plus besoin de s'inquiéter des sautes d'humeur de ton père ou de son travail de sécurité ennuyeux. Dererick va t'apprendre de vraies techniques. La chasse, la pêche, des trucs de survie. Alors que leur pas s'estompait dans le couloir de l'hôpital, Troy ouvrit les yeux pour la première fois depuis son opération. La chambre privée était faiblement éclairée, les machines bourdonnaient doucement autour de lui, mais son esprit était limpide, plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. La tumeur qui causait ses maux de tête et ses trous de mémoire occasionnels avait disparu. Et avec elle, toute illusion sur les personnes en qui il avait le plus confiance. L'infirmière Patricia Kowalski entra pour sa tournée du soir, une femme d'une 50aine d'années expérimentée qui travaillait en soins intensifs depuis 20 ans. Elle vérifia ses moniteurs, prit des notes sur son dossier, puis marqua une pause en remarquant ses yeux ouverts. « Monsieur Sinclair, m'entendez-vous » Troy scruta son visage, notant une légère reconnaissance dans ses yeux. Quelque chose lui disait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Depuis combien de temps » demanda-t-il d'une voix claire. Patricia jeta un coup d'œil vers la porte, puis se pencha. « Votre opération a eu lieu hier. Votre famille ? Ils sont partis il y a environ 1 heure. Tous vos bagages ? Elle hésita, puis ajouta doucement. Je sais qui vous êtes vraiment, Troy. Mon frère était Daniel Kowalski. Danica, de l'opération Sarvo. Danica, Troy se souvenait de lui. Un spécialiste en communication mort en sauvant toute son équipe lorsqu'une extraction a mal tourné. La ressemblance de Patricia avec son frère était subtile, mais indéniable une fois qu'elle l'avait souligné. Danny m'a sauvé la vie, dit simplement Troy.
Il avait parlé de vous avant cette dernière mission. Il avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, Troy Kellerman était le seul homme au monde à qui il ferait confiance pour veiller sur sa famille. Elle sortit son téléphone et lui montra une alerte d'information. Ça avait été diffusé il y a 20 minutes. Le titre disait « Le commandant de la sécurité Apex, Troy Sinclair, se réveille après une opération. Il est complètement rétabli. » Ci-dessous, une photo de Troy prise lors de la conférence sur la sécurité de l'année dernière. « J'ai pris la liberté de contacter Channel 7, expliqua Patricia. Je leur ai dit que l'ablation de la tumeur avait réussi et que vous étiez réveillé et cohérent. Ils appellent ça une guérison miraculeuse. Elle sourit d'un air sombre. Je me suis dit que si des gens prévoyaient de disparaître, ils devaient savoir que tu n'étais pas aussi impuissant qu'ils le pensaient. Le téléphone de Troy, posé sur la table de chevet, se mit à vibrer sans arrêt. 63 appels manqués, et ce n'était pas fini, tous du numéro de Holly. Imaginez sa panique. Leur évasion soigneusement planifiée venait de se compliquer infiniment. Patricia Troy dit en se redressant avec une aisance surprenante. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Dites au médecin que j'insiste pour sortir ce soir. Au diable les conseils médicaux. Ce n'est pas conseillé. Vous venez de subir une opération du cerveau. J'ai connu pire. La voix de Troy portait l'autorité d'un homme habitué aux décisions de vie ou de mort. Et j'ai des affaires familiales à régler. Tandis que Patricia acceptait à contre-cœur de parler au médecin traitant, Troy fixait par la fenêtre la silhouette de Denver. Quelque part, 3 personnes qui avaient partagé son nom et sa table apprenaient que leur victime n'était pas aussi impuissante qu'elles le pensaient. Elles avaient commis une erreur cruciale dans leur planification. Ils avaient oublié qu'avant l'existence de Troy Sinclair, l'homme d'affaires, Troy Kellerman, l'agent, avait survécu à des situations qui auraient brisé des hommes ordinaires. Et Troy Kellerman ne pardonnait jamais la trahison. La chasse allait commencer. Chapitre 2. Le loup se souvient. La procédure de sortie a duré 4 heures, passée à discuter avec les médecins, à signer des décharges de responsabilité et à convaincre le personnel médical que l'insistance de Troy à partir était motivée par sa santé mentale plutôt que par une confusion post-opératoire. À minuit, il quittait l'hôpital général de Denver avec un certificat de bonne santé et une ordonnance pour des analgésiques qu'il n'avait aucune intention de prendre. Son premier arrêt fut les bureaux de sécurité d'Apex, dans le centre-ville de Denver. Le bâtiment était sombre, à l'exception de l'éclairage de secours, mais Troy possédait des codes d'accès dont Derek ignorait l'existence. Il se dirigea vers l'étage des cadres supérieurs, passant devant les récompenses et les distinctions qui ornaient les murs. Des photos de lui et Derek recevant des contrats d'entreprise du Fortune 500, d'agences gouvernementales et d'entités privées ayant besoin de services de protection. Dans son bureau privé, Troy accéda à un coffre-fort dissimulé derrière un faux panneau. À l'intérieur se trouvaient des objets de sa vie antérieure, des téléphones cryptés, des documents d'identité et, surtout, les coordonnées de personnes qui déplaçaient des montagnes à la demande de Troy Kellerman. Il alluma un téléphone satellite sécurisé et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 5 ans. Mangouste, fit la voix grave à l'autre bout du fil. C'est Fantôme, répondit Troy avec son ancien indicatif. J'ai besoin d'une faveur. Un long silence. Mon Dieu, Troy. J'ai entendu dire que tu t'étais relâché. Femme, enfant, tout le cauchemar de la banlieue. Cauchemar est précis. J'ai besoin d'une surveillance complète sur 3 cibles. Déploiement immédiat. Et j'ai besoin que la cabane Morrison, dans le Montana, soit surveillée. La cabane Morrison. C'est l'endroit isolé près du parc national des glaciers. C'est celle-là. À quelle vitesse peux-tu la surveiller? Donne-moi 6 heures. Quelle est la situation? Troy décrivit la trahison en termes cliniques, sans exprimer aucune émotion. Mongoose, de son vrai nom Carl Rodriguez, avait été le coordinateur du renseignement de Troy pendant 7 ans chez Black Ops. Il dirigeait désormais une société de renseignement privé qui opérait dans des zones d'ombre juridiques. Zut, mon frère. Ta propre famille, ton ancienne famille, corrigea Troy. J'ai besoin de tout savoir sur les activités de Derek Hoffman ces 6 derniers mois. Dossier financier, communication, déplacement, tout. C'est fini. Quel est ton calendrier? Ils pensent avoir une longueur d'avance, mais ils ne traitent plus avec Troy Sinclair. Ils traitent avec moi. Après avoir raccroché,
3 a passé l'heure suivante à accéder au dossier financier d'Apex. Dererik avait subtilisé de l'argent pendant des mois, mais il a commis une erreur cruciale. Il avait utilisé des comptes d'entreprise auxquels 3 avaient accès par des portes dérobées dont Derrick ignorait l'existence. Le vol s'élevait à près de 2 millions de dollars, transférés via une série de sociétés écrans qui ont finalement mené au compte personnel de Dererik, mais 3 ne souhaitait pas récupérer son argent. L'argent pouvait être remplacé. La confiance, une fois brisée, était permanente. Son téléphone sécurisé vibra, un message crypté de Mongoose retentit. Regard braqué sur la cabane. 3 véhicules présents. Les signatures thermiques indiquent 4 adultes et 2 enfants. Vos cibles sont là. 4 adultes. Cela signifiait que Dererik n'était pas seul. Il reprit. Le sourire de 3 était froid tandis qu'il répondait. Maintenez la surveillance. N'engagez pas le combat. J'arrive. Le trajet de Denver au nord du Montana dura 12 heures, mais 3 en mit 9. La moto Ducati qu'il avait récupérée dans un garde-meuble à l'extérieur de la ville était conçue pour la vitesse, et les autoroutes étaient désertes avant l'aube. Tout en roulant, il passa d'autres appels à des contacts à travers le pays. Des gens qui lui devaient des faveurs, des gens qui le craignaient, des gens qui comprenaient que 3 Kellerman recouvrait toujours ses dettes. Lorsqu'il atteignit le poste de surveillance établi par Mongoose, le soleil se couchait derrière les Rocheuses. Carl Rodriguez le rejoignit à un poste d'observation dissimulé surplombant la vallée de la cabane. « Content de te voir, fantôme », dit Mongoose en tendant à 3 une paire de jumelles puissantes. « Même si tu as une sale tête, une opération du cerveau fera l'affaire. » 3 braque les jumelles sur la cabine en contrebas. « Quelle est la situation ?» Derek Hoffman, ta femme Holly et tes 2 enfants, plus 2 autres hommes. Marcus Webb et Antonio Rivera ont tous 2 un casier judiciaire. Webb pour vol à main armée. Rivera pour agression et trafic de drogue. On dirait que Derek a recruté des hommes musclés pour se protéger. 3 observa les hommes à la jumelle. Webb et Rivera étaient postés comme centuries, armés de fusils de chasse et communiquant par radio portative. Ce n'était pas un simple plan d'évasion. C'était une mentalité de forteresse. Dererik est plus paranoïaque que je ne le pensais, observa 3. Il sait que je ne suis pas l'homme d'affaires de banlieue qu'il manipule. Il y a plus. Mongoose continua. J'ai intercepté des communications entre Derek et un contact au Mexique. Il prévoit de faire traverser la frontière à la famille demain soir. Nouvelles identités, déménagement définitif. 3 baissa les jumelles. Ses enfants, Mason et Chloé, étaient dans cette cabane, probablement effrayés et désorientés, à se faire mentir sur leur père par ceux qui les avaient volés. Les éloges qui montaient depuis qu'il avait entendu la trahison chuchotée de Holly se cristallisèrent en une voix froide et calculatrice. J'ai besoin de 3 choses, dit 3. Premièrement, il faut que le bureau du shérif local reçoive une information anonyme concernant des activités suspectes dans cette cabane. Trafic de drogue, individus armés, mise en danger d'enfants, mais pas avant 12 heures. Se donner le temps de travailler. Exactement. Deuxièmement, il faut que les communications de Derrick soient brouillées à partir de minuit. Panne totale. Terminé. Quelle est la 3e chose? Le sourire de 3 était prédateur. J'ai besoin que tu disparaisses pendant les 6 prochaines heures. Quoi qu'il arrive dans cette vallée, tu ne m'as jamais vu ici. Mongoose étudia le visage de son ancien partenaire. 3. Ce sont tes enfants là-bas. Mason et Chloé sont innocents. Ils seront protégés. La voix de 3 était de granit. Mais Holly avait fait son choix en décidant de voler mes enfants et de disparaître avec mon associé. Et Derek avait fait le sien en recrutant des criminels armés pour l'aider. Et les gros bras? Marcus Webb et Antonio Rivera avaient signé leur propre arrêt de mort en acceptant d'aider à kidnapper des enfants. 3 commença à vérifier le matériel qu'il avait récupéré sur sa moto. Certains péchés ne méritent pas le pardon. Tandis que Mongoose rangeait le matériel de surveillance, 3 se préparait à la descente dans la vallée. Il avait donné à sa famille toutes les chances de construire une vraie vie ensemble. Il s'était retiré d'un monde de l'ombre, avait créé une entreprise légale, avait essayé d'être le mari et le père qu'il méritait. Mais ils avaient perçu sa gentillesse comme une faiblesse, son amour comme une ressource à exploiter. Ce soir, ils avaient appris la différence entre 3 Sinclair, l'homme d'affaires, et 3 Kellerman, l'agent.
Certaines leçons ne s'apprennent que par le sang. Chapitre 3. Le gambit du diable. La cabane se trouvait dans une dépression naturelle, entourée d'une dense forêt de pins, accessible uniquement par un unique chemin de terre serpentant à travers les montagnes. Troy passa 2 heures à étudier le terrain, identifiant les voies d'accès et les voies de fuite. Dererik avait choisi un emplacement bien isolé, défendable et offrant une vue dégagée dans toutes les directions. Mais il avait fait ce choix en pensant comme un homme d'affaires, et non comme quelqu'un qui a passé des années à infiltrer les bastions ennemis. À 23h45, Troy commença son approche. Il avançait dans la forêt telle une ombre, son équipement tactique noir se confondant avec l'obscurité entre les arbres. La lune, mince croissant, fournissait juste assez de lumière pour son équipement de vision nocturne sans dévoiler sa position. Marcus Webb était posté à l'avant, fumant une cigarette et consultant son téléphone. Antonio Rivera patrouillait à l'arrière, suivant un schéma prévisible qui témoignait de son manque de formation professionnelle. Les 2 hommes étaient armés, mais négligents. Ils s'attendaient à ce que les ennuis se déclarent par des sirènes et des gyrophares, et non à ce qu'ils surgissent de l'obscurité comme un spectre. Troy atteignit Rivera le premier. L'homme se trouvait à 20 mètres de l'entrée arrière de la cabane. Son fusil était nonchalamment en bandoulière tandis qu'il s'arrêtait pour allumer une cigarette. Troy se déplaçait avec un silence habituel, réduisant la distance en quelques secondes. Rivera ne l'entendit pas arriver. La prise d'étranglement était précise et efficace. Rivera eut le temps d'un sursaut de surprise avant de sombrer dans l'inconscience. Troy abaissa le corps en silence, soulagea l'homme de son arme et de sa radio, puis l'attacha avec des serre-câbles. Rivera se réveillerait dans quelques heures avec un mal de tête et aucun souvenir de la façon dont il s'était retrouvé ligoté dans la forêt. Webb se montra tout aussi peu professionnel. Lorsque Rivera omit de prendre des nouvelles par radio, Webb supposa simplement une panne d'équipement au lieu d'enquêter. Troy le trouva toujours à son poste, jouant à un jeu sur son téléphone, le dos tourné à la forêt. Marcus Webb, dit Troy doucement, surgissant de l'ombre. Webb se retourna, cherchant son fusil à tâtons, mais se retrouva face au canon de l'arme de poing de Troy. Tu as le choix, continua Troy sur le même ton. Tu peux t'en sortir vivant, ou continuer à travailler pour Derek Hoffman et découvrir ce qui arrive à ceux qui menacent mes enfants. Les yeux de Webb s'écarquillèrent de panique. Écoute, mec, je ne sais pas de quoi il s'agit. Derek vient de nous embaucher pour la sécurité. Il a dit que son associé pourrait causer des ennuis. Dererik t'a menti. Ce n'est pas une question de business. Troy s'approcha et Webb lut la froide certitude dans son regard. Il a kidnappé mes enfants et volé ma femme. Tu l'aides à le faire. Je ne savais rien des enfants. Dererik a dit que c'était un litige de garde, que tu étais dangereux. Je suis dangereux. Troy confirma. Extrêmement dangereux, mais pas pour les enfants, ni pour les gens qui s'en vont en réalisant qu'ils sont du mauvais côté. Webb laissa tomber son fusil et leva les mains. Je suis parti, mec. Je ne t'ai jamais vu. Choix judicieux. Commence à marcher vers la route. Ne te retourne pas. Ne contacte pas Derek. Ne t'arrête pas avant d'avoir atteint la civilisation. La voix de Troy était d'une autorité absolue. Si je te revois, la conversation sera bien plus courte. Webb trébucha vers le chemin de terre, disparaissant dans l'obscurité. Troy le regarda partir, puis se dirigea vers la cabane. Par les fenêtres, il distinguait une lumière chaude et du mouvement. Sa famille s'était rassemblée autour de Derek, comme s'il était leur sauveur plutôt que leur ravisseur. Il fit le tour du bâtiment, observant la disposition et préparant son entrée. La cabane comptait 3 chambres, un séjour principal et une cuisine. Dererik était dans le salon avec Holly, leurs têtes serrées l'une contre l'autre, étudiant ce qui ressemblait à des documents de voyage. Mason et Chloé étaient dans l'une des chambres, apparemment endormis. Le téléphone sécurisé de Troy vibra, un message de Mongoose. Le bureau du shérif avait reçu un renseignement anonyme. Équipe d'intervention dépêchée. 40 minutes d'attente. Le timing était parfait. Troy avait besoin de 30 minutes pour avoir les conversations qui détermineraient l'issue de cette situation. Il s'approcha de la porte d'entrée de la cabane et frappa. 3 coups secs qui résonnèrent dans le silence de la montagne. Webb. La voix de Dererik l'appela de l'intérieur. Rivera, tout va bien dehors? Troy frappa à nouveau. Même réaction. Des pas s'approchèrent de la porte.
L'ombre de Dererick apparut à la fenêtre tandis qu'il jetait un coup d'œil dehors, puis s'éloigna. Holly, il y a un problème. Webb et Rivra ne répondent pas à leur radio, et maintenant quelqu'un sonne à la porte. Peut-être sont-ils allés en ville, suggéra Holly, mais sa voix était tendue. Dererick était plus malin que son homme de main. Il s'approcha de la porte, arme au poing, utilisant le Judas pour scruter le porche. Le trouvant vide, il hésita. Trois s'étaient positionnés contre le mur à côté de la porte, invisible à la vue du Judas. « Je sais que tu es dehors », appela Derrick à travers la porte. « Présente-toi. »« Bonjour, partenaire », répondit Trois calmement. « Je crois qu'il faut qu'on parle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Trois entendit la respiration haletante de Holly, puis des pas rapides alors qu'elle courait sans doute voir les enfants. Trois. La voix de Dererick était tendue par l'incrédulité. « Tu es censé être à l'hôpital. » Guérison miraculeuse. Les médecins parlent d'une avancée médicale. Le ton de Trois resta conversationnel. J'ai vu le reportage moi-même. Channel 7 était très consciencieux. Encore. Un silence, puis une conversation chuchotée à l'intérieur. Trois imaginait la panique de Dererick en réalisant que leur évasion soigneusement planifiée reposait sur de fausses hypothèses. Les enfants sont sains et saufs, poursuivit Trois. Cette conversation est entre adultes. Ouvre la porte, Derek. Finissons ce que tu as commencé. Je suis armé, prévint Dererick. Moi aussi. Mais je ne suis pas là pour te tirer dessus comme un lâche. Trois marqua une pause, le temps de bien assimiler la phrase. Enfin, si tu préfères, je peux attendre le bureau du shérif. Ils seront là dans une trentaine de minutes, répondant à des signalements d'individus armés et de possibles mises en danger d'enfants. La porte s'ouvrit lentement. Dererick se tenait dans l'entrée, un pistolet à la main, mais sans le pointeur directement sur Trois. Son visage était pâle, son regard passant de Trois à la forêt au loin. Où sont Webb et Rivra? Rivra fait une sieste dans les bois. Webb décida que ce n'était pas son combat et partit. Trois franchit le seuil, forçant Derek à reculer dans la cabane. Un homme intelligent. Contrairement à certains, il savait reconnaître une situation perdante. Holly apparut dans le couloir de la chambre, le visage imprégné de fureur et de peur. Tu étais censé avoir des lésions cérébrales. Incapacité. Désolé de te décevoir. Le regard de Trois passa de sa femme à son ancien associé. Mais je dois admettre que découvrir ta petite conspiration fut très instructif. 12 ans de mariage et je ne savais pas que tu étais une actrice aussi talentueuse. Tu nous étouffais. Holly craqua. Ta paranoïa, ton contrôle, ta vie ennuyeuse. Dererick m'a montré ce que nous pouvions faire ensemble. Ce que tu pouvais avoir avec 2 millions de dollars de mon argent. Trois corrigea. Ne romançons pas le vol et la trahison. La main armée de Dererick tremblait légèrement. Écoute, Trois, on peut arranger ça. L'argent peut être rendu. On appellera ça un malentendu. Trois rit. Un rire dénué d'humour. Un malentendu. Tu as volé mes enfants, Derek. Tu as convaincu ma femme d'abandonner notre mariage, et tu as recruté des criminels armés pour t'aider à disparaître avec tout ce que j'ai construit. Sa voix se fit plus froide. Il n'y a pas de malentendu. C'est une trahison, tout simplement. Les enfants n'ont pas à être mêlés à ça, dit Holly désespéré. Ils dorment. On peut régler ça tranquillement. Tu les as impliqués quand tu leur as murmuré du poison à l'oreille près de mon lit d'hôpital, répondit Trois. Quand tu leur as dit que leur père était inutile et qu'il serait mieux sans lui. Le visage de Holly se décomposa en réalisant que Trois avait tout entendu. Mais tu as raison sur un point, continua Trois. Les enfants n'ont pas besoin de voir ce qui va se passer ensuite. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas réveiller Mason et Chloé et leur dire qu'il y a eu un changement de plan. Tu vas leur expliquer que papa s'est rétabli plus vite que prévu et veut les ramener à la maison. Et après, demanda Derek. Le sourire de Trois était glacial. Ensuite, toi et moi, on va avoir une conversation bien plus longue sur les conséquences d'une trahison sans témoin. Dehors, le son lointain des sirènes résonna dans les vallées montagneuses. Le bureau du shérif était en avance. Le temps presse, observa Trois. Fais ton choix, Holly. Réveille les enfants et envoie-les-moi,
ou explique aux forces de l'ordre pourquoi tu les retiens dans une cabane avec des criminels armés pendant que leur père se remet d'une opération du cerveau. Holly regarda Troy et Derek, son visage reflétant l'effondrement de tous ses plans soigneusement posés. Derek, murmura-t-elle. Que faisons-nous? La réponse de Derek déterminerait si les prochaines minutes se termineraient par une reddition ou par la violence. Et Troy était préparé à l'une ou l'autre issue. Chapitre 4. Sang et jugement. Les sirènes retentissaient à peine 5 minutes plus tard quand Holly se dirigea enfin vers la chambre où dormaient Mason et Chloé. Ses mains tremblaient en atteignant la poignée de la porte, puis s'arrêtèrent. « Non, dit-elle en se retournant vers Troy. Je ne te laisserai pas les manipuler. Ils sont mieux sans toi. » Derek leva son pistolet et le pointa directement sur la poitrine de Troy. « Elle a raison. C'est toi le problème, Troy. Tu as toujours été contrôlant, paranoïaque, vivant dans le passé. On offre à ses enfants un avenir que tu n'aurais jamais pu avoir. » Troy les étudia tous les deux avec l'analyse détachée qu'il avait autrefois appliquée aux combattants ennemis. « Alors, c'est ton choix. Tu préfères être accusé d'enlèvement plutôt que d'admettre ton erreur. La seule erreur a été de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Cracha Holly. « Tu es un dinosaure, Troy. Ton passé militaire, ta précieuse entreprise de sécurité, tout ça n'est que violence glorifiée. Mason et Chloé méritent mieux. » Tu as tout à fait raison, dit Troy calmement. Ils méritent mieux. Mieux qu'une mère qui abandonne sa famille pour de l'argent et qu'un beau-père qui vole son meilleur ami. La porte de la chambre s'ouvrit et Mason apparut, se frottant les yeux. Maman, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il des sirènes? Holly s'empressa de l'intercepter, mais la voix de Troy résonna à travers la pièce avec une autorité paternelle. Mason, viens ici, fiston. L'enfant de 10 ans semblait confus, regardant tour à tour ses parents. Papa, maman a dit que tu étais malade. Que tu risquais de ne pas te réveiller. Je vais bien, mon pote. J'avais juste un mal de tête à soigner. Troy garda une voix douce malgré l'arme pointée sur lui. Pourquoi ne viens-tu pas avec Chloé? Il faut qu'on parle. Il te ment, dit Holly d'un ton désespéré. L'opération l'a changé. Mason, ce n'est plus la même personne. Mason observa le visage de son père avec cette expression sérieuse qui lui avait toujours rappelé lui-même. Tu me sembles le même, papa. Le doigt de Derek se crispa sur la gâchette. 3. Appelle la police. Dis-leur que c'était une fausse alerte. Je ne peux pas faire ça, Derek. Tu vois, je ne les ai jamais appelés. Le sourire de Troy était prédateur. Un citoyen inquiet a signalé une activité suspecte. Des individus armés dans une cabane isolée. Trafic de drogue potentiel, mise en danger d'enfants. Le genre d'appel qui déclenche une intervention tactique complète. Les sirènes étaient assourdissantes. Des véhicules s'arrêtaient devant la cabane. Des lumières vives inondaient les fenêtres tandis que le bureau du shérif encerclait le bâtiment. Bureau du shérif, sortait du bâtiment les mains visibles. La panique de Derek était totale. Il brandit son arme entre Troy et la porte d'entrée, le souffle court et saccadé. « C'est ta faute », gronda-t-il à Troy. « Tout est gâché parce que tu n'as pas pu rester inconscient. »« En fait, tout est gâché parce que tu es un voleur et un kidnappeur », corrigea Troy. « Mais je suis prêt à te simplifier la tâche. » Il s'approcha de Derek. Suffisamment près que le canon de l'arme touchait presque sa poitrine. « Tire-moi dessus, dit Troy doucement. Appuie sur la gâchette, Derek. Devant mon fils, devant la police, avec les preuves de tes crimes financiers déjà entre les mains des enquêteurs fédéraux. On verra bien ce que ça donne. » La main de Derek tremblait violemment. « Tu es fou. »« Non, je suis au courant. Pendant que tu préparais ta grande évasion, je passais des coups de fil. Le FBI a des copies de tous tes relevés financiers. L'argent que tu as volé a été gelé sur tous les comptes que tu croyais secrets. Ton contact au Mexique a été arrêté. Il n'y a plus de plan d'évasion, Derek. Il n'y a que des conséquences. » La porte d'entrée s'ouvrit brusquement tandis que les agents tactiques envahissaient la cabine. « Lâchez vos armes. Couchez-vous. » Derek se tourna vers les agents, son arme toujours à la main. C'était exactement le mauvais geste au mauvais moment. « Arme » cria l'un des agents. Troy bougea plus vite que Derek ne pouvait réagir,
percutant son ancien partenaire et le projetant au sol. Le pistolet partit sans faire de dégâts dans le plafond tandis qu'il tombait, puis ricocha sur le sol. « Dégagez !» cria Troy en roulant. Loin de Derek, les mains visibles. Armes dégagées. L'équipe tactique envahit la cabine, sécurisant Derek avec une efficacité professionnelle. Holly était également menotté. Ses protestations concernant le droit de garde tombèrent dans l'oreille d'un sourd lorsque les agents trouvèrent les documents financiers volés éparpillés sur la table basse. Le shérif Tom Bradley, un vétéran grisonnant qui avait connu Troy pendant ses années civiles à Denver, l'aida à se relever. « Troy Sinclair, c'est ça? J'ai entendu dire que vous aviez subi une opération au cerveau hier. Vous vous sentez beaucoup mieux maintenant? » répondit Troy, regardant Derek être emmené menotté. « Merci pour la réponse rapide. Information anonyme concernant des individus armés et la mise en danger d'enfants, expliqua Bradley. Mais il semble que notre informateur était bien informé. » Mason et Chloé sortirent de la chambre, l'air effrayé et confus. Troy s'agenouilla à leur hauteur, d'une voix douce. « Tout va bien, les enfants. Tout va bien se passer maintenant. Notre mère et Dererick ont des ennuis, demanda Chloé, les larmes aux yeux. Ils ont fait de mauvais choix, expliqua Troy. Mais ce n'est pas ta faute, et ça ne change rien à mon amour pour toi. Pendant que les adjoints du shérif examinaient la scène, Troy téléphona à des contacts supplémentaires qui veilleraient à ce que Derek et Holly soient inculpés au niveau fédéral pour les délits financiers, en plus des accusations d'enlèvement. Les preuves étaient accablantes, la documentation exhaustive. Mais en voyant ses enfants réconfortés par les ambulanciers, Troy réalisa que sa vengeance était loin d'être complète. Holly et Derek seraient traduits en justice, mais justice et vengeance étaient deux choses bien distinctes. Au cours des heures qui suivirent, au fil des dépositions et des accusations portées, Troy prit conscience de l'ampleur de leur trahison. Holly prévoyait de le quitter depuis 8 mois, convaincu par Derek que la vie post-militaire de Troy le constituait un handicap. Ils entretenaient une liaison depuis plus d'1 an, prétextant des voyages d'affaires pour justifier leur relation. Le plus dommageable au total, ils ont systématiquement empoisonné l'image que ses enfants avaient de lui, leur disant que leur père était instable, dangereux et empêchait la famille d'être heureuse. À l'aube sur les montagnes du Montana, Troy était assis dans le bureau du shérif Bradley avec Mason et Chloé, attendant que les services sociaux terminent leur évaluation. Les enfants rentreraient chez lui avec lui, mais les dommages psychologiques mettraient du temps à guérir. « Papa, » dit doucement Mason. « Étais-tu vraiment malade au cerveau ? » « J'avais une tumeur qui me causait des maux de tête, » expliqua Troy avec honnêteté. « Les médecins me l'ont enlevé et maintenant je vais bien. Mieux que bien, en fait. » Dererick dit, « Tu pourrais devenir violent. Que tu avais des crises. » Troy sentit la rage froide revenir, mais garda une voix calme. « Dererick t'a dit beaucoup de choses fausses, fiston. Il essayait de te faire peur pour que tu ne veuilles pas rentrer à la maison. Mais pourquoi ferait-il ça ? » C'était une question d'enfant qui méritait une réponse honnête, car certains pensent qu'il est plus facile de mentir que d'assumer les conséquences de ses choix. Dererick a volé de l'argent à notre entreprise et a convaincu ta mère de l'aider. Lorsqu'ils ont décidé de disparaître, ils avaient besoin que toi et Chloé partiez de votre plein gré. Chloé, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de l'épreuve, a finalement pris la parole. « Je ne veux plus partir avec Derek. Il était méchant quand tu n'étais pas là. » Troy serra les 2 enfants contre lui, sentant le poids de la paternité l'envelopper comme une armure. Holly et Derek étaient en prison, leurs ennuis judiciaires ne faisaient que commencer. Mais la vengeance la plus profonde, celle qui équilibrerait vraiment la balance, demanderait du temps et de la patience. Sa famille lui avait été volée, l'amour de ses enfants empoisonné contre lui. Sa confiance trahie par ses proches. La loi les punirait pour leurs crimes. Mais Troy Kellerman avait appris depuis longtemps que certaines dettes ne pouvaient être payées que dans la souffrance. Alors qu'il retournait vers Denver, le téléphone de Troy vibra, un message de Mongoose lui parvint. Rivera retrouvé et arrêté. Webb se livra aux autorités de Billings. Coup de balai. Troy répondit. Phase 1 terminée. Phase 2 commence avec leur transfert en détention fédérale. Dans le rétroviseur, il aperçut Mason et Chloé endormis sur la banquette arrière. Enfin en sécurité. Ils avaient subi suffisamment de traumatisme. Ils seraient protégés de la suite. Mais le calvaire de Holly et Dererick ne faisait que commencer. Ils pensaient que la prison serait leur châtiment.
Mais 3 avait passé des années à tisser des liens avec des personnes évoluant dans la zone grise entre légal et illégal. Des personnes qui comprenaient que certaines trahisons exigeaient une forme de justice plus personnelle. Le jugement ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le prix de la trahison. 6 mois après l'incident du Montana, Holly siégeait au tribunal fédéral. À Denver, elle écoutait le juge la condamner à 8 ans de prison pour complot, enlèvement et blanchiment d'argent. Derek a été condamné à 12 ans de prison pour les mêmes chefs d'accusation, auxquels s'ajoutent des chefs d'accusation de détournement de fonds et de fraude. Leurs avocats avaient négocié les meilleures conditions possibles, mais les preuves étaient accablantes. 3 observaient depuis la tribune, impassible, la femme qui partageait son lit depuis 12 ans être emmenée enchaînée. Mason et Chloé n'étaient pas présents. Ils étaient à l'école, menant une vie aussi normale que possible après le bouleversement. Ils suivaient une thérapie depuis des mois, comprenant peu à peu que la version des faits de leur mère n'était pas vraie. À la sortie du tribunal, l'avocat de Dererick a approché 3 avec une offre. « Monsieur Sinclair, mon client souhaite vous parler. Il espère se racheter, peut-être trouver un arrangement de restitution. » 3 a observé l'avocat d'un regard froid. « Restitution ? Les dommages financiers causés à votre entreprise. » Dererick comprend qu'il ne peut pas revenir en arrière. Mais il aimerait essayer d'arranger les choses. « Organisez le rendez-vous, » répondit 3 après un moment. « Demain, 14 heures au centre de détention fédéral. » L'avocat parut soulagé. « Merci. Dererick sera reconnaissant de cette opportunité. » 3 ne dit rien. La gratitude était la dernière chose que Dererick ressentirait en apprenant ce que 3 avait prévu pour lui. Le lendemain, 3 était assis en face de Derek dans le parloir du centre de détention. Son ancien partenaire avait l'air hagard, le stress de l'emprisonnement se faisant déjà sentir. Des cernes sous les yeux, une perte de poids, les tics nerveux d'un homme réalisant que sa vie était belle et bien finie. 3. Merci d'être venu, commença Derek. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais je veux que tu saches que je regrette tout. L'argent, Holly, les enfants. Je me suis laissé entraîner dans quelque chose que j'aurais dû abandonner. Parle-moi de tes regrets, dit 3 sur le ton de la conversation. Quand est-ce que ça a commencé? Quand tu me volais? Quand tu couchais avec ma femme? Ou quand tu as convaincu mes enfants de... Père était dangereux? Derek tressaillait à chaque question. Je sais que tu me détestes. Je le mérite, mais j'espère que nous trouverons une solution. Un arrangement pour réparer les dégâts. Tu as raison, acquiesça 3. Nous avons besoin d'un arrangement, mais pas du genre auquel tu penses. Il se pencha en avant, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Derek, tu te souviens de notre conversation sur mon passé militaire? Comme je restais toujours vague sur les détails? Dererick hocha la tête avec hésitation. Je n'étais pas seulement militaire. J'étais quelque chose de bien plus spécialisé. Je travaillais pour des gens qui n'existent pas officiellement, faisant des choses qui n'ont jamais eu lieu dans des endroits qui ne sont sur aucune carte. Le sourire de 3 était arctique. Pendant 15 ans, j'ai éliminé des problèmes qui ne pouvaient être résolus par des moyens conventionnels. Le visage de Derek se vida. À la retraite, j'ai cru en avoir fini avec cette vie. J'ai construit Apex, épousé Holly, eu des enfants. J'ai essayé d'être une personne normale. 3 marqua une pause, observant la terreur grandissante de Derek. Mais tu as ramené cette autre personne, Derek. Tu lui as rappelé. Moi qui je suis vraiment. 3, s'il te plaît. Je vais en prison. Je vais tout perdre. N'est-ce pas suffisant? La prison? 3 rit doucement. Derek, la prison est le cadet de tes soucis. Vois-tu, j'ai passé les 6 derniers mois à téléphoner à de vieux amis, des gens qui travaillent dans les prisons fédérales, des gens qui ont de l'influence sur certaines populations carcérales. La respiration de Derek devint rapide et saccadée. La prison de Franklin, où tu seras transféré la semaine prochaine, a une population intéressante, continua 3. 40% des détenus ont des enfants. Beaucoup sont des pères qui ont perdu la garde à cause de leurs crimes. Ils ont des sentiments très forts envers les hommes qui kidnappent des enfants de leur famille. Tu ne peux pas faire ça, murmura Dererick. Je ne fais rien. Je partage simplement des informations. Ton nom, tes crimes, ta cellule. Ce qui se passe ensuite ne regarde que
3 se leva pour partir. Cependant, je dois préciser que j'ai également fait distribuer des copies de tes relevés financiers. Les détenus sauront exactement combien d'argent tu as volé à ta famille. La famille de mon meilleur ami. Derek se leva d'un bond, le désespoir dans la voix. 3. Je te rembourserai tout. Jusqu'au dernier centime. Je te cède tout ce que je possède. Tu ne possèdes plus rien. Répondit calmement 3. Tes biens ont été saisis. Ton compte bancaire est gelé, ton assurance vie annulée. Même si tu survis à ta peine, tu seras libéré avec rien d'autre que les vêtements que tu portes et la certitude que chaque instant de souffrance était mérité. Alors que 3 se dirigeait vers la sortie, Derek l'interpella. Et Holly? C'est la mère de tes enfants. 3 s'arrêta mais ne se retourna pas. Holly avait fait son choix lorsqu'elle avait décidé que Mason et Chloé seraient mieux sans leur père. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences de ce choix. L'établissement correctionnel fédéral pour femmes où Holly purgeait sa peine était un autre enfer. 3 avait pris d'autres dispositions pour elle, sachant que la violence physique n'était pas la punition appropriée pour sa trahison. Au lieu de cela, il avait prévu quelque chose de bien plus psychologique. C'était dévastateur. Grâce à ses contacts au sein du système fédéral, 3 s'assura que Holly soit affectée à un groupe de travail à la bibliothèque de la prison, où elle avait accès aux journaux et à Internet à des fins éducatives. Chaque jour, elle voyait des articles sur les contrats de sécurité Apex réussis, des photos de 3 recevant des prix d'affaires et, surtout, des photos de Mason et Chloé s'épanouissant dans leur nouvelle vie. Les enfants s'étaient effectivement épanouis une fois libérés des manipulations de Holly. Mason avait rejoint l'équipe de baseball de l'école et excellait à l'école. Chloé s'était découvert un talent pour l'art et suivait des cours de niveau avancé. Ils parlaient rarement de leur mère. Et lorsqu'ils le faisaient, c'était avec la tristesse confuse d'enfants cherchant à comprendre comment quelqu'un qui prétendait les aimer avait pu les abandonner si complètement. 3 s'assurait que Holly puisse voir chaque réussite, chaque étape importante, chaque moment de bonheur que ses enfants avaient vécu sans elle. Chaque coupure de journal, chaque photo d'école, chaque bulletin scolaire lui rappelait ce qu'elle avait gâché pour tenir les promesses de Derek. Mais l'élément le plus dévastateur de la vengeance de 3 contre Holly était plus simple et plus cruel que tout. Il dit la vérité à Mason et Chloé. Pas immédiatement, ni d'une manière qui les traumatise davantage. Mais à mesure qu'ils grandissaient et s'interrogeaient sur les raisons du départ de leur mère, 3 répondit honnêtement. Il expliqua comment Holly avait prévu de disparaître avec Derek, comment elle leur avait dit que leur père était inutile, comment elle avait été prête à les arracher à tout ce qu'ils connaissaient. La réaction des enfants fut exactement celle à laquelle 3 s'attendait, pas de la colère, mais de la déception. Ils étaient assez grands pour comprendre la trahison, assez grands pour reconnaître que leur mère avait privilégié ses propres désirs à leur bien-être. Cette déception durerait bien plus longtemps que n'importe quelle punition physique. 3 ans après le début de sa peine, Holly demanda à rencontrer 3. Il accepta, curieux de voir comment la prison l'avait changé. Elle paraissait plus âgée, et épuisée par la réalité de la vie en établissement. Ses cheveux grisonnaient, son visage ridé par le stress et les regrets. Les enfants ne répondent pas à mes appels, dit-elle sans préambule. Je ne les ai jamais empêchés de vous parler, répondit 3 avec sincérité. C'est leur choix. Tu les as retournés contre moi. Non, Holly. Tu l'as fait toi-même en leur murmurant du poison à l'oreille près de mon lit d'hôpital. Je me suis simplement assuré qu'ils comprennent la vérité sur ce qui s'était passé. Le sang-froid d'Holly se brisa. Puis mes enfants aussi. J'ai fait des erreurs, mais je les aime. Amour. La voix de 3 était incrédule. Tu as traité leur père d'inutile. Tu leur as dit qu'ils seraient mieux sans moi. Tu étais prête à les arracher à leur maison, à leur école, à leurs amis, à leur vie entière. Ce n'est pas de l'amour, Holly. C'est de l'égoïsme. Je pensais que Derek et moi pourrions leur offrir une vie meilleure. Avec de l'argent volé et de fausses identités, en fuyant la justice. C'était ta conception d'une vie meilleure. Holly n'avait pas de réponse à ça. Voici la vérité que tu dois comprendre. Continua 3. Mason et Chloé sont heureux. Ils s'épanouissent. Ils ont des amis, des loisirs, des projets d'avenir. Ils n'ont pas besoin que la femme qui les a abandonnés vienne perturber ce bonheur en demandant pardon. Voilà. Je purge ma peine et je perds mes enfants à jamais. 3 étudia son visage,
y voyant l'espoir désespéré d'un signe de miséricorde, d'une indication que la rédemption était possible. Tu as fait ton choix, Holly. Tu as choisi Derek plutôt que ta famille. Tu as choisi l'argent plutôt que tes enfants. Tu as choisi la tromperie plutôt que la vérité. Il s'est levé pour partir. Maintenant, tu vis avec ses choix pour toujours. Alors qu'il s'éloignait, les sanglots d'Holly résonnèrent dans le parloir. Mais Troy n'éprouvait aucune satisfaction, aucun sentiment de réconciliation. La vengeance, apprit-il, était un plat froid qui laissait tout le monde sur sa faim. Pourtant, justice avait été rendue. Ceux qui l'avaient trahi subissaient les conséquences de leurs actes, et ses enfants étaient en sécurité, aimés et libérés du poison que Holly et Derek avaient tenté d'injecter dans leur vie. Certaines dettes ne pouvaient être payées que par la souffrance, et la dette était loin d'être réglée. Chapitre 6, le long jeu. 5 ans après l'incident du Montana, Troy se tenait sous la pluie devant l'établissement correctionnel de Franklin, observant une ambulance transporter le corps de Derek Hoffman hors de la prison. La cause officielle du décès était des complications de blessures subies lors d'une altercation avec d'autres détenus. Mais Troy connaissait la vérité. Dererick avait survécu à 3 ans de violences psychologiques et physiques systématiques aux mains de détenus soigneusement informés de ses crimes contre des enfants. La violence s'était lentement intensifiée. Une poussée par-ci, une menace par-là, se transformant progressivement en agression plus grave. Dererick avait passé les 18 derniers mois en détention préventive, isolé et terrifié, mangeant à peine, perdant autant de poids que de raison. La confrontation finale était inévitable pour les détenus, tous pères séparés de leurs enfants, qui avaient coincé Derek dans la buanderie de la prison. Les coups étaient violents et impitoyables. Derek était mort seul sur le sol en béton, appelant à l'aide, mais celle-ci n'est jamais venue. Le directeur de la prison, Samuel Torres, s'est approché de Troy sur le parking, l'air soigneusement neutre. « Monsieur Sinclair, je suis désolé pour votre perte. » Troy étudia le visage de l'homme, remarquant la subtile reconnaissance dans ses yeux. Torres savait exactement qui était Troy et ce que signifiait la mort de Dererick. « Merci, directeur. Dererick s'est fait beaucoup d'ennemis par ses choix. La prison pouvait être dangereuse pour certains types de délinquants, approuva Torres. Les prédateurs d'enfants, les hommes qui commettent des crimes contre les familles. Ils ne disparaissent pas dans la population carcérale générale. Je suis sûr que vous avez tout fait pour les protéger. Bien sûr, les ressources sont toujours limitées. Torres marqua une pause, puis ajouta doucement. Les détenus responsables de cet incident ont été identifiés. Ils feront face à des accusations supplémentaires. Troy hocha la tête. Les détenus seraient poursuivis, mais leur peine serait minime. Ils avaient tué un kidnappeur d'enfants, ce qui impliquait sa propre forme de justice dans la hiérarchie carcérale. Ils seraient des héros pour leurs codétenus, pas des paras. Alors que Troy quittait la prison en voiture, son téléphone vibra, un message de Mason, maintenant âgé de 15 ans et entrant en seconde. « Papa, j'ai vu les nouvelles concernant Derek. Tu vas bien ?» Troy répondit, « Je vais bien, fiston. Justice a été rendue. » Bien. Maman essaie de me rappeler. Dois-je lui parler? C'est ton choix, Mason. Tu es assez grand pour décider par toi-même. Je ne veux pas. Est-ce mal? Troy réfléchit attentivement à sa réponse. Il n'y a rien de mal à se protéger des personnes qui t'ont blessé. La famille, c'est plus que le sang. Mon fils, c'est une question de loyauté, de confiance et d'amour. Le véritable amour, pas celui qui est assorti de conditions. La conversation s'arrêta là, mais Troy ressentit une profonde satisfaction. Ses enfants avaient appris à reconnaître la trahison et à s'en protéger. Ils étaient devenus des jeunes gens forts et indépendants qui comprenaient la valeur de la loyauté et les conséquences de sa rupture. Holly serait libérée de prison fédérale dans 2 ans, mais elle était retournée dans un monde qui avait évolué sans elle. Mason et Chloé avaient légalement changé leur nom de famille en Sinclair, coupant ainsi définitivement les derniers liens juridiques avec leur mère. Ils avaient clairement fait savoir par l'intermédiaire de leurs avocats qu'ils ne voulaient plus aucun contact avec elle après sa sortie. Troy avait veillé à ce que la vie post-carcérale de Holly soit ce serait aussi difficile que possible. Son casier judiciaire l'empêcherait de trouver un emploi valorisant. Les exigences de restitution financière la maintiendraient endettée pendant des décennies. Plus important encore, elle avait perdu ce qui comptait le plus pour elle, l'amour et le respect de ses enfants. Mais la vengeance de Troy.
allait au-delà de Holly et Derek. Il avait passé 5 ans à détruire systématiquement tous ceux qui les avaient aidés ou permis leur trahison. Marcus Webb, l'homme de main qui avait quitté le chalet du Montana, avait vu sa vie se désintégrer lentement. Les opportunités d'emploi avaient disparu suite à des informations anonymes sur ses fréquentations criminelles. Les propriétaires avaient refusé de lui louer après avoir reçu des appels concernant son passé dangereux. Il avait été arrêté 3 fois sur la base de fausses accusations, finalement abandonné, mais non sans lui avoir coûté emploi et réputation. Webb avait finalement fui Denver pour s'installer dans une petite ville du Wyoming où il travaillait dans le bâtiment et gardait la tête basse. Il avait appris que trahir Troy Sinclair avait des conséquences bien au-delà de la situation immédiate. Les avocats qui avaient initialement aidé Dererick à dissimuler ses crimes financiers avaient dû faire face à leurs propres responsabilités. Informations anonymes des plaintes adressées au barreau du Colorado pour manquement à l'éthique avaient donné lieu à des enquêtes, des suspensions et, dans un cas, à des dissensions. Leur cabinet s'était effondré, leur réputation détruite, leur capacité à exercer le droit définitivement compromise. Même la sœur de Holly, qui l'avait aidé à organiser l'évasion initiale, en avait subi les conséquences. L'entreprise de construction de son mari avait mystérieusement perdu plusieurs contrats importants après des plaintes anonymes pour manquement à la sécurité et malfaçon. Leur mariage avait souffert des difficultés financières, se terminant par un divorce. La philosophie de Troy était simple, la trahison était une contagion qu'il fallait éradiquer complètement. Quiconque avait aidé Holly et Derek, quiconque avait eu connaissance de leur plan sans l'avoir prévenu, quiconque avait facilité leurs actions de quelque manière que ce soit, en avait payé le prix. Le message était clair dans tous les cercles d'affaires et sociaux de Denver. Troy Sinclair n'était pas un homme à contrarier. Sa réputation de quelqu'un qui n'oubliait jamais un affront et ne pardonnait jamais la trahison était devenue légendaire. On chuchotait ce qui était arrivé à Derek et aux autres, avertissant leurs amis et collègues de la prudence dans leurs relations. Le PDG d'Apex Security. Mais le changement le plus profond concernait Troy lui-même. L'image d'homme d'affaires de banlieue qu'il avait cultivée pendant 15 ans avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Il aimait toujours ses enfants avec une intensité farouche, leur offrant toujours toutes les opportunités et tous les avantages. Mais la confiance naïve qui avait permis à Holly et Derek de le manipuler avait été complètement anéantie. Mason et Chloé avaient hérité de plus que le nom de leur père. Ils avaient appris sa philosophie de la loyauté et des conséquences. Ils se protégeaient mutuellement avec la même intensité que Troy les protégeait. Ils comprenaient que la confiance se gagnait par les actes, pas par les mots, et que la trahison était impardonnable. Alors que Troy s'engageait dans l'allée de leur maison de Denver, il aperçut ses enfants par la fenêtre en train de faire leurs devoirs à la table de la cuisine. Il riait de quelque chose de confortable et de rassurant, sachant que leur père les protégerait toujours de ceux qui pourraient leur faire du mal. La maison était paisible, stable, exempte de la toxicité que Holly et Derek avaient tenté d'instiller. Troy avait bâti ici une pureté inviolable par ceux qui percevaient la gentillesse comme une faiblesse. Ou l'amour comme un objet à exploiter. Son téléphone vibra, un autre message provenant de Mongoose. Le colis fut livré dans la cellule de Holly comme demandé. Le colis contenait des coupures de presse des funérailles de Derek, auxquelles seul un aumônier désigné par le tribunal et un seul gardien assistaient. Les articles détaillaient sa mort, les circonstances qui l'avaient précédée et l'absence totale de toute personne disposée à la pleurer. Holly lirait ces articles et comprendrait que les promesses d'une vie meilleure de Dererick l'avaient conduit à une mort solitaire en cellule. Elle comprendrait que l'homme pour lequel elle avait abandonné sa famille était mort, méprisé et oublié, tué par d'autres détenus qui le considéraient comme le plus vil des criminels. Plus important encore, elle comprendrait que la vengeance de Troy était patiente, complète et complète. Derek était mort. Leur complice avait été systématiquement anéanti, et elle serait libérée dans un monde qui ne lui offrirait que les conséquences de ses choix. La dette était presque entièrement payée. Il ne restait plus qu'un dernier paiement à faire, celui de la sortie de prison où Holly découvrirait que la vie qu'elle avait abandonnée avait disparu. Pour toujours, remplacée par rien d'autre que le regret et l'isolement. Troy Kellerman avait appris depuis longtemps que certains ennemis ne pouvaient être vaincus que par la destruction totale. Et Holly Sinclair, qui redeviendrait bientôt Holly Matthews, puisqu'elle avait perdu le droit de porter son nom, allait apprendre la même leçon. Chapitre 7, le jugement dernier. La libération d'Holly de prison fédérale eut lieu un matin gris d'octobre, 3 mois plus tôt que prévu pour bonne conduite. Elle franchit les portes de la prison pour femmes, un seul sac rempli d'affaires à la main,
vêtu des mêmes vêtements qu'elle avait portés lors de son arrestation 7 ans plus tôt. Il ne lui allait plus. La prison l'avait vieilli d'une manière qui dépassait le simple temps. 3 l'attendait sur le parking, adossé à sa BMW noire avec la patience d'un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où aller. « Bonjour, Holly », dit-il à son approche, sa voix portant le même ton de conversation qu'elle se rappelait de leur mariage. 3. Holly s'arrêta à 3 mètres, scrutant son visage à la recherche de l'homme qu'elle avait autrefois. Elle pensait pouvoir manipuler. « Je ne t'attendais pas. J'ai pensé qu'on devrait parler avant que tu ne disparaisses dans la vie que tu t'es tracée. » Holly jeta un coup d'œil sur le parking vide et remarqua qu'ils étaient seuls, à l'exception des silhouettes lointaines des gardes dans les tours de la prison. Les enfants, Mason et Chloé, ont maintenant 17 et 15 ans. Ils sont à l'école, là où ils doivent être, et vivent leur vie sans se soucier des perturbations causées par ceux qui les abandonnent. Ces mots frappèrent Holly comme des coups, mais elle essaya de garder son sang-froid. « Je veux les voir. » « Ils ne veulent pas te voir. » La réponse de 3 fut simple, sans cruauté ni satisfaction. Ils l'ont clairement fait savoir à leurs avocats, au tribunal et à moi-même à plusieurs reprises. Ils sont mineurs. Tu pourrais arranger quelque chose si tu le voulais. Puis-je ? 3 inclina légèrement la tête. Devrais-je forcer mes enfants à entrer en contact avec quelqu'un qui a traité leur père d'inutile et qui a essayé de les éloigner de chez eux ? Devrais-je les exposer à la femme qui a préféré son petit ami à leur bien-être ? Holly commença à perdre son sang-froid. J'ai fait des erreurs, mais je suis leur mère. Non, corrigea 3 avec douceur. Sarah Williams, dans le bloc C, était une mère. Elle a tué l'homme qui agressait sa fille et a été condamnée à 15 ans de prison. Janet Rodriguez, à la bibliothèque, était une mère. Elle a détourné de l'argent pour payer le traitement contre le cancer de son fils. Vous êtes une femme qui a donné naissance à 2 enfants, puis les a abandonnés pour de l'argent, et un homme qui est mort seul dans une cellule de prison. L'évocation de la mort de Dererick frappa Holly comme un coup de massue. Elle avait reçu les coupures de journaux, vu les photos de ses funérailles où personne n'était venu pleurer, mais entendre 3 y faire allusion avec tant de désinvolture lui fit prendre conscience du caractère définitif de tout ce qu'elle avait perdu. Derek est mort à cause de toi, murmura-t-elle. Dererick est mort parce qu'il a choisi de trahir l'homme qui lui faisait le plus confiance, de voler ses affaires et d'enlever ses enfants, répondit 3. Les détenus ont des idées très précises sur la justice à appliquer aux hommes qui commettent des crimes contre leur famille. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Holly le fixa, voyant dans ses yeux quelque chose qui n'était pas là pendant leur mariage. Une froideur qui évoquait des expériences qu'elle n'avait jamais comprises, des capacités qu'elle n'avait jamais reconnues. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « L'homme que j'ai épousé n'aurait jamais eu cette chance. L'homme que tu as épousé se faisait passer pour quelqu'un d'autre. » 3 l'interrompit. « Je me suis retiré de ma vraie vie pour construire quelque chose de normal avec toi et les enfants. J'ai essayé d'être l'homme d'affaires de banlieue que tu voulais que je sois. Mais tu as détruit cette illusion en choisissant de voir la gentillesse comme une faiblesse et l'amour comme une chose à exploiter. » Il s'approcha et Holly recula instinctivement. « Laisse-moi te raconter ta nouvelle vie, Holly. Tu as $17 d'argent de poche, pas de crédit, pas d'historique professionnel depuis 7 ans et une condamnation fédérale pour enlèvement et blanchiment d'argent. Ta sœur refuse de te rappeler parce que t'avoir aidé a détruit son mariage. Tes parents ont déménagé en Floride et ont changé de numéro de téléphone. La maison que nous partagions a été vendue pour payer les frais de justice et les restitutions. » Le visage d'Holly est devenu blanc lorsque l'ampleur de sa situation est devenue évidente. « Mais voilà le plus beau, » a poursuivi 3. « Je ne ferai rien pour te rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Je n'en ai pas besoin. Tu souffriras chaque jour jusqu'à la fin de tes jours, sachant que tu as tout gâché pour un fantasme qui n'a mené qu'à la mort et à la solitude. Les enfants obtiendront leur diplôme de fin d'études secondaires, iront à l'université, bâtiront leur carrière et fonderont leur propre famille. Ils auront une vie merveilleuse, entourés de personnes qui les aiment vraiment, et non de personnes qui les voient comme des pions dans une combine pour gagner de l'argent facile. » Le sourire de 3 était glacial, et tu liras tout cela dans le journal. Chaque remise de diplôme, chaque réussite, chaque étape importante dont tu ne feras jamais partie. Les jambes d'Holly cédèrent et elle s'effondra à genoux sur le parking de la prison. Le poids de ses choix finit par l'écraser complètement. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais s'il te plaît,
ne m'exclus pas de leur vie pour toujours. Ils sont tout ce qu'il me reste. 3 s'agenouilla près d'elle, sa voix devenant à peine plus forte qu'un murmure. Holly, tu te souviens de ce que tu leur as dit près de mon lit d'hôpital quand tu pensais que je ne t'entendais pas? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Tu leur as dit qu'ils construiraient une vie meilleure sans leur père inutile. Tu les as convaincus que j'étais abîmé, dangereux, que je les empêchais d'accéder au bonheur. 3 marqua une pause, laissant les mots pénétrer son esprit. Eh bien, félicitations. Ils ont construit une vie meilleure. Sans toi, il se leva et marcha vers sa voiture, puis s'arrêta et fit demi-tour. Il y a une gare routière en ville. La Greyhound 315 va à Colorado Springs, où se trouve un refuge pour femmes qui aident les ex-détenus à trouver un logement et un emploi. Je te suggère de t'y inscrire. Et si je refusais? Et si je restais et essayais quand même de contacter les enfants? L'expression de 3 ne changea pas, mais quelque chose changea dans son regard qui fit comprendre à Holly qu'elle avait devant elle un homme capable de choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Alors tu découvriras que le sort de Dererick n'était pas unique. Certaines dettes ne se paient que par la souffrance, Holly. La tienne est presque réglée, mais pas tout à fait. Ne m'oblige pas à alourdir le compte. Alors que 3 s'éloignaient, Holly restait à genoux sur le parking de la prison, entourée des décombres de la prison. Tous ses choix. Le fantasme d'une vie meilleure avec Dererick avait conduit à sa mort et à son isolement total. Les enfants qu'elle pensait protéger de l'influence de leur père l'avaient choisi sans réserve et l'avaient rejeté. 7 ans de prison lui avaient appris beaucoup de choses. Mais la leçon la plus importante était la suivante: certaines erreurs sont irréparables. Certains choix sont irréversibles. Et certaines personnes ne pardonnent jamais la trahison. 3 Sinclair, ou qui que ce soit d'autre, sous sa façade d'homme d'affaires, avait prouvé qu'il était exactement ce que Derek avait prétendu. Dangereux, mais pas comme Holly l'avait cru. Son danger ne résidait pas dans l'instabilité ou la violence. Il résidait dans une certitude absolue quant à la loyauté et à la trahison, et dans la patience nécessaire pour s'assurer que les conséquences soient graves et permanentes. À 15h15, Holly monta dans le bus Greyhound pour Colorado Springs, portant son unique sac et la certitude qu'elle passerait le reste de sa vie à payer pour sa décision de trahir l'homme qu'il aimait et les enfants qui lui avaient fait confiance. Derrière elle. À Denver, Mason et Chloé Sinclair rentrèrent de l'école et trouvèrent leur père en train de préparer le dîner et de les aider à faire leurs devoirs, comme ils le faisaient chaque jour depuis 7 ans. Ils ne demandèrent rien au sujet de la libération de leur mère, car ils n'avaient pas besoin de savoir. Cette partie de leur vie était terminée, enterrée aussi profondément que Derek Hoffman. 3 leur avaient appris que la famille se construisait sur la loyauté, la confiance et l'amour inconditionnel, et non sur la biologie, les documents légaux ou les liens du sang. Ils avaient bien retenu la leçon. La dette était enfin entièrement payée. Chapitre 8. L'héritage du fantôme. 2 ans après la libération de Holly, 3 se tenait dans le public de la remise des diplômes de Mason, regardant son fils prononcer son discours de fin d'études secondaires devant un gymnase rempli de parents fiers et d'adolescents enthousiastes. Le jeune homme sur scène ne ressemblait guère à l'enfant de 10 ans désemparé, pris au piège des trahisons des adultes. À 19 ans, il avait sauté une classe grâce à ses excellents résultats scolaires. Mason était devenu quelqu'un qui comprenait le monde avec une clarté rare. Le succès ne se mesure pas à ce que l'on accomplit, dit Mason depuis le podium, sa voix empreinte de l'assurance que 3 avait retrouvée dans sa propre jeunesse. Il se mesure à la façon dont on traite les gens qui nous font confiance et dont on réagit lorsque cette confiance est mise à l'épreuve. Rangée à côté de 3, Chloé, 17 ans, enregistrait le discours de son frère sur son téléphone, rayonnante de fierté. Elle était devenue une jeune femme remarquable, artiste, intelligente, farouchement protectrice de la cellule familiale qu'ils avaient reconstruite. Comme Mason, elle avait appris très tôt que la confiance se gagnait par les actes, pas par les mots. Aucun des 2 enfants n'avait parlé de leur mère depuis des années. Holly était devenue un exemple édifiant dans leur esprit, un rappel qu'on peut faire semblant de vous aimer tout en prévoyant de vous abandonner. Ils avaient dépassé la colère ou la tristesse face à sa trahison. Elle n'existait tout simplement plus dans leur univers émotionnel. Après la cérémonie, 3 fut approché par plusieurs autres parents qu'il avait connus lors d'événements scolaires au fil des ans. Pour eux, il était tout simplement un homme d'affaires prospère qui avait élevé 2 enfants exceptionnels, père célibataire, après le départ de sa femme. La vérité était plus complexe, mais souvent moins importante que l'histoire à laquelle les gens devaient croire.
3 appela Rebecca Martinez, dont la fille avait suivi les cours de Chloé. J'ai entendu dire que Mason avait obtenu une bourse complète pour le MIT. Tu dois être si fier. Moi, je le suis, répondit 3 avec honnêteté. Mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de son éthique de travail. C'est tout lui. Élever encore 2 enfants seul après ton divorce. Ça n'a pas dû être facile. Le sourire de 3 ne vacillait jamais. Il facilitait les choses. Les bons enfants rendent tout le reste plus facile. Rebecca ignorait totalement qu'elle parlait à un homme qui détruisait systématiquement tous ceux qui trahissaient sa famille, qui avait orchestré la mort de son ancien associé, qui avait fait en sorte que son ex-femme vive le reste de sa vie dans l'isolement et le regret. Pour elle, 3 Sinclair n'était qu'un père dévoué parmi tant d'autres, naviguant dans la vie après son divorce. Cette façade soigneusement construite avait fait ses preuves. La réputation de 3 à Denver était celle d'un homme qui avait surmonté une tragédie personnelle pour bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. Apex Security Solutions était devenue l'une des entreprises les plus prospères de la région. Ses clients étaient attirés par la réputation de fiabilité et de discrétion absolue de 3. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la définition de la discrétion pour 3 allait bien au-delà de la simple confidentialité des affaires. Il avait appris à compartimenter sa vie avec une précision chirurgicale. Le père et l'homme d'affaires vivaient à la vue du monde entier, tandis que l'agent qui éliminait les menaces pesant sur sa famille restait caché dans l'ombre. Ce soir-là, alors qu'il célébrait la remise des diplômes de Mason dans son restaurant préféré, 3 observait ses enfants interagir avec l'affection naturelle de frères et sœurs qui avaient survécu ensemble à quelque chose. Ils avaient développé leur propre code de loyauté, leur propre compréhension de ce que signifiait la famille lorsqu'elle était dépouillée de ses illusions. « Papa, » dit Chloé pendant le dessert. Mason et moi parlions de quelque chose. Oh, 3 haussa un sourcil. Devrais-je m'inquiéter? Nous voulons changer de nom légalement, expliqua Mason. Pas notre nom de famille. Nous gardons Sinclair, mais nos deuxièmes prénoms. 3 attendit, curieux de savoir où cela nous mènerait. Nous voulons. Honore maman. Chloé continua, et 3 sentit sa tension monter en flèche avant de clarifier. Patricia Kowalski, l'infirmière qui t'a aidé à l'hôpital cette nuit-là. Elle a sauvé notre famille en appelant la chaîne d'information. 3 sentit une tension se relâcher dans sa poitrine. Patricia les avait bel et bien sauvés d'une manière que ses enfants ne comprenaient pas complètement. Sa décision d'alerter les médias de son rétablissement avait anéanti le plan d'évasion de Holly et de Rurik et les avait plongés dans la situation désespérée qui avait conduit à leur capture. Patricia est décédée l'année dernière, ajouta doucement Mason. Un cancer? Nous l'avons appris grâce à sa nécrologie. Nous aimerions porter son nom en souvenir de ce qu'elle a fait pour nous. Mason Patricia Sinclair et Chloé Patricia Sinclair, dit 3 en testant le son. Je pense qu'elle aurait été honorée. La conversation passa à d'autres sujets. La prochaine année de terminale de Chloé, les projets de Mason pour le MIT, les vacances en famille qu'il prendrait avant son départ pour la fac, des discussions familiales normales qui avaient mis des années à redevenir naturelles. Plus tard dans la nuit, une fois les enfants endormis, 3 était assis dans son bureau, regardant la seule photo qu'il avait conservée de sa vie antérieure. Elle montrait son ancienne unité lors d'un briefing de mission, dans un lieu qui n'apparaissait sur aucune carte. De jeunes visages endurcis par des expériences qu'ils ne pouvaient partager avec des civils, unis par une loyauté qui transcendait les liens du sang. La plupart de ces hommes étaient morts, tués lors d'opérations qui n'ont jamais eu lieu ou lors des transitions violentes qui ont suivi leur retour à la vie civile. Mais ils avaient compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. La famille n'est pas une question de biologie ou de documents juridiques. Il s'agit de choisir de soutenir quelqu'un, quel qu'en soit le prix. 3 a essayé d'inculquer cette leçon à Holly et Derek par la patience et la confiance. Lorsqu'ils l'ont rejeté, il le leur a enseigné par des conséquences qui les suivraient jusqu'à la mort. La leçon avait pris, mais pas comme il l'avait initialement espéré. Son téléphone a vibré, un SMS provenant d'un numéro inconnu a retenti. Demain, cela fera 7 ans. Merci. Pour la leçon. Holly. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à obtenir un téléphone et son numéro, le contactant le jour anniversaire de sa trahison. 3 fixa le message un long moment, puis le supprima sans répondre. Elle n'existait plus dans son monde. Reconnaître sa tentative de contact ne ferait que confirmer son espoir d'une forme de rédemption. Il n'y avait pas de rédemption pour une trahison.
Il n'y avait que l'acceptation des conséquences. Le lendemain matin apporta une nouvelle qui aurait semblé une coïncidence à quiconque ignorait les véritables capacités de Troy. Holly Matthews, dont le nom de jeune fille avait été repris après avoir perdu le droit de porter le sien, avait été retrouvée morte dans son studio de Colorado Springs. La cause était apparemment un suicide, une overdose volontaire d'analgésiques qu'on lui avait prescrit pour des problèmes de dose chronique développés pendant ses années de prison. Troy lut le bref article de journal avec le même détachement émotionnel qu'il avait autrefois appliqué au rapport de mission. Holly avait finalement accepté que sa dette ne pourrait être payée que par le sacrifice ultime. Sa mort n'était ni tragique ni satisfaisante. Ce n'était que le dernier calcul d'une équation qui menait à cette conclusion depuis 7 ans. Mason et Chloé n'apprendraient jamais la mort de leur mère. Pour eux, Holly avait complètement disparu de leur vie lorsqu'elle avait préféré Derek à leur famille. Apprendre son suicide ne leur apporterait ni la paix ni la sérénité. Cela ne ferait que créer une douleur inutile. Au lieu de cela, ils se souviendraient de Patricia Kowalski, l'infirmière qui avait sauvé leur famille d'un simple coup de fil. Ils garderaient son nom et son souvenir pour se rappeler que parfois, des inconnus font preuve de plus de loyauté et de courage que leurs proches. Cet après-midi-là, Troy téléphona à un contact à Colorado Springs qui veillerait à ce que l'enterrement de Holly se déroule sans fanfare. Pas de nécrologie, pas de cérémonie commémorative, pas de notification aux membres survivants de la famille qui avaient déjà repris le cours de leur vie. Elle disparaîtrait du monde aussi complètement qu'elle avait tenté de disparaître de sa vie 7 ans plus tôt. La symétrie était parfaite. La dette enfin réglée. Dererick était mort méprisé et seul dans une cellule de prison. Holly était morte isolée et oubliée dans un appartement miteux. Ceux qui les avaient aidés avaient subi leurs propres conséquences, leur vie systématiquement démantelée par la même patience et la même précision qu'ils avaient sous-estimée chez Troy. Seuls Mason et Chloé étaient restés, et ils s'épanouissaient. Ils avaient appris les leçons que Troy avait essayé d'inculquer par l'amour et étaient désormais assez forts pour les transmettre aux autres. La famille qu'il avait bâtie sur les cendres de la trahison était indestructible, forgée par le feu et tempérée par la vérité. Troy Kellerman était enfin en paix. L'apparence d'homme d'affaires de banlieue n'était plus nécessaire. Ses enfants savaient qui il était vraiment et l'aimaient profondément. L'agent qui avait éliminé les menaces avec une précision chirurgicale pouvait se reposer. Sa mission était accomplie. Certaines dettes ne pouvaient être payées que par le sang, mais d'autres pouvaient l'être par la souffrance, l'isolement et la lente prise de conscience que chaque choix avait des conséquences. Holly et Derek avaient intégralement payé leurs dettes, et leur mort marquait la fin d'une histoire qui avait commencé par une trahison murmurée près d'un lit d'hôpital. Au final, Troy avait prouvé quelque chose que lui et ses ennemis avaient oublié durant les années de banlieusard. L'amour n'était pas une faiblesse, la gentillesse n'était pas une vulnérabilité, et la confiance n'était pas une naïveté. Mais trahir ces choses était impardonnable. Le jugement était rendu. Chapitre 9. Nouveau départ. 5 ans plus tard, Troy se tenait à l'entrée du campus du MIT, regardant Mason traverser l'estrade pour recevoir son doctorat en cybersécurité à l'âge record de 24 ans. Dans le public à ses côtés, Chloé acclamait bruyamment son frère, son propre MBA à Stanford ayant été obtenu l'année précédente. Les deux enfants avaient hérité de l'intensité et de la concentration de leur père, les canalisant vers des réalisations qui émerveillaient même Troy. Le jeune homme recevant son diplôme avait l'assurance de quelqu'un qui comprenait les complexités du monde sans se laisser abattre. Mason était devenu un leader, quelqu'un qui inspirait la loyauté par l'exemple plutôt que de l'exiger par la manipulation. Sa thèse de doctorat sur le chiffrement quantique avait déjà été sélectionnée par 3 agences gouvernementales et 2 entreprises du Fortune 500. Chloé avait choisi une voie différente, alliant ses talents artistiques à son sens des affaires pour créer une association à but non lucratif qui aidait les enfants de familles brisées à trouver stabilité et soutien. Son travail était guidé par son expérience personnelle, mais son approche était clinique et efficace. Elle avait appris de Troy que l'émotion sans action était vaine, et l'action sans émotion était creuse. Après la cérémonie, ils allèrent dîner tous les 3 dans un restaurant tranquille près du campus. La conversation fut facile, imprégnée de la dynamique confortable de ceux qui ont survécu ensemble à une épreuve et en sont ressortis plus forts. « Papa » dit Mason pendant le dessert. « Chloé et moi avons quelque chose à te dire », Troy haussa un sourcil, reconnaissant le ton qui précédait généralement les annonces importantes. « Nous avons tous les deux été recrutés pour quelque chose d'intéressant, poursuivit Chloé.
Un programme gouvernemental qui identifie les personnes ayant des compétences et des antécédents familiaux spécifiques. 3 sentit sa tension artérielle monter légèrement. Quel genre de programme? Le genre où ils savent exactement qui vous étiez vraiment avant de devenir 3 Sinclair, dit Mason doucement. Ils connaissent 3 clairement, les opérations qui n'ont jamais eu lieu, les gens qui n'existent officiellement pas. Ils savent aussi comment tu as géré la situation avec maman et Derek. Chloé ajouta, pas la version officielle, mais la vraie histoire. Ce que tu as fait pour nous protéger, comment tu as éliminé les menaces qui pesaient sur notre famille. 3 observa ses 2 enfants, lisant dans leurs yeux quelque chose qui lui rappelait son ancienne unité. Le regard de ceux à qui l'on avait offert la chance de servir quelque chose de plus grand qu'eux. Ils veulent te recruter, dit-il. Ce n'était pas une question. Ils veulent nous recruter tous, corrigea Mason. Une unité familiale aux compétences complémentaires. Toi, avec l'expérience du terrain et la planification opérationnelle. Moi, avec la cybersécurité et l'analyse du renseignement. Chloé. Avec le profilage psychologique et la gestion organisationnelle. Le groupe Sinclair. Dit Chloé avec un léger sourire. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Une équipe spécialisée qui gère les situations exigeant discrétion. 3 se laissa aller au fond de son fauteuil, assimilant les implications. Il avait passé des années à construire une vie normale pour ses enfants, pour finalement découvrir qu'ils avaient hérité de plus que son nom. Ils avaient hérité de sa vocation. Tu comprends ce que ça signifie, demanda-t-il. La vie que tu choisirais, les choses que tu aurais peut-être à faire. Nous comprenons, répondit Mason. Nous t'avons vu jongler entre 2 mondes toute notre vie. Nous avons vu ce qui arrive quand la loyauté est trahie et ce qu'il en coûte de protéger ceux qu'on aime. Nous avons aussi vu ce qui arrive quand des gens bien ne font rien parce que c'est plus facile que de faire ce qui est juste. Chloé ajouta, tu nous as appris que certaines dettes ne peuvent être payées que par l'action, et non par les bonnes intentions. 3 repensa aux années qu'il avait passées à essayer de leur offrir une vie normale, pour finalement réaliser que la normalité était surfaite lorsqu'elle se faisait au détriment de la raison d'être. Ses enfants avaient grandi en comprenant que le monde était peuplé de prédateurs qui s'en prenaient aux innocents et que quelqu'un devait se mettre entre eux. Et toi, Mason, qu'en est-il de ta vie actuelle? Tu as des offres d'emploi de toutes les grandes entreprises technologiques. Chloé, ton association a un réel impact. Elle continuera, dit Chloé. Mais elle bénéficiera de meilleurs financements et de meilleures ressources si elle est soutenue par des personnes qui comprennent sa mission, et les cybermenaces ne respectent pas les frontières de l'entreprise, ajouta Mason. Les compétences sont transférables, mais l'impact pourrait être bien plus important. 3 Il sourit, voyant dans leur certitude les échos de son jeune moi. Ils avaient trouvé leur vocation de la même manière que lui, en comprenant que certains choisiraient toujours de faire du mal aux autres. Et ce choix créait une obligation pour ceux qui étaient capables de les en empêcher. D'accord, dit-il finalement. Mais nous faisons cela en famille. Nous nous protégeons les uns les autres. Nous nous faisons entièrement confiance. Et nous n'oublions jamais que la loyauté est primordiale. D'accord, dirent les 2 enfants simultanément. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, 3 appela un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis plus de 10 ans. Mangouste, dit la voix familière. C'est Fantôme. Je suis de retour. Un long silence. Je croyais que tu en avais fini avec cette vie. J'essaie de l'être, mais apparemment, cette vie n'en a pas fini avec moi. Qu'est-ce qui a changé? 3 regarda par la fenêtre le campus du MIT où son fils venait d'obtenir son diplôme, pensant à la jeune femme qui changeait déjà le monde grâce à son travail auprès des familles brisées. Mes enfants ont grandi, dit-il simplement, et ils ont choisi de suivre la voie dont j'essaie de les protéger. De bons enfants, les meilleurs. Ils comprennent ce que signifie la loyauté, ce que coûte la trahison et ce qu'il faut pour protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. On dirait qu'ils ont appris du bon professeur. 3 pensa à Holly et Derek, aux 7 années qu'il avait fallu pour équilibrer la balance après leur trahison. Il pensa à Patricia Kowalski, qui sauverait sa famille d'un simple coup de fil. Il pensa à la différence entre ceux qui se choisissent eux-mêmes plutôt que les autres et ceux qui privilégient le service à la sécurité. On commence le mois prochain, dit 3. Une équipe de 3 personnes, une cellule familiale. La course des Sinclair, encore. La course des Sinclair pour la première fois. 3 corrigea.
Tout ce qui avait précédé n'était que préparation. En raccrochant, 3 ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'anticipation de l'avenir plutôt que la satisfaction du passé. Ses enfants avaient choisi de devenir ceux qu'il avait toujours espéré qu'ils seraient. Non pas malgré leurs expériences de trahison et leurs conséquences, mais grâce à elles. Ils avaient appris que le monde était rempli de gens comme Oli et Derek. Des individus qui percevaient la gentillesse comme une faiblesse et la confiance comme une ressource à exploiter. Mais ils avaient aussi appris que de telles personnes pouvaient être arrêtées par ceux qui étaient prêts à en payer le prix. Les arrêter. Le lendemain matin, ils retournèrent tous les 3 à Denver, discutant de la transition et d'une nouvelle vie qu'ils construiraient autour de leur mission commune. Alors que l'avion décollait de Boston, 3 contempla la ville où son fils venait de terminer ses études et réalisa que c'était à cela que ressemblait la victoire. Non pas la destruction d'ennemis, mais la création de quelque chose de meilleur sur les cendres de leur défaite. Mason et Chloé Patricia Sinclair porteraient plus que le nom de Patricia Kowalski dans leur nouvelle vie. Ils porteraient son exemple d'aide aux étrangers, sa volonté de prendre des risques pour des personnes qu'elle connaissait à peine, sa compréhension que parfois, le bien est aussi le plus dangereux. Certaines dettes ne peuvent être payées que par la souffrance, mais d'autres peuvent l'être par le service. 3 avait payé sa dette envers ses enfants en les protégeant de ceux qui leur feraient du mal. Maintenant, ses enfants paieraient leur dette envers le monde en protégeant ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. La boucle était bouclée. L'héritage assuré. Le nom Sinclair symboliserait la loyauté, la justice et la certitude absolue que la trahison est inéluctable. Cela a eu des conséquences. Finalement, c'était tout ce qu'un parent pouvait espérer. Des enfants qui comprenaient la différence entre le bien et le mal et qui avaient le courage d'agir en conséquence, quel qu'en soit le prix. 3 Kellerman étaient enfin en paix. 3 Sinclair étaient prêts pour la guerre. La famille qui chassait ensemble est restée unie et n'a jamais cessé de chasser. Et voilà. Une autre histoire se termine.